Alors bonjour à tous, on continue encore sur la containerisation, sur notre cycle de vidéos sur le DevOps, le cloud par la containerisation. On a fait une grosse vidéo la dernière fois et avant d'aller un peu plus loin, on va essayer d'abord de se rappeler de ce qu'on avait vu au travers de ce slide de synthèse, hein. On a vu que la containerisation, c'était reposait sur les principes d'isolation, que c'était un concept d'image transportable, duplicable, instanciable sous forme de container avec des mécanismes de gestion des données par couche et puis une matérialisation du réseau au travers de bridging et de NAT. Euh, on revient sur notre chemin. Allez, continuons notre chemin. La dernière fois, on était sur l'étape containerisation. Cette fois-ci, on va rentrer dans l'étape orchestration. Alors, pas directement l'orchestration. Cette vidéo ne va pas parler d'orchestration, elle va parler de composition. Parce que c'est indispensable, à mon avis, pour faire le chemin, pour bien comprendre les enjeux de l'orchestration, de faire le chemin par la composition. Parce que c'est le chemin historique. Effectivement, on va voir, il n'y a que Docker qui a mis en place un peu cette notion de composition, mais quelque part, elle est une bonne introduction à l'orchestration. Alors, je vais commencer direct, je vais direct commencer par un anti-pattern, enfin sur une mauvaise pratique. Malgré tout, peut-être qu'elle pourra vous aider et peut-être elle va vous donner une clé d'entrée dans le monde de la containerisation. Vous avez fait des développements à vous, vous avez fait un programme et puis potentiellement, vous voulez dire, vous vous dites j'ai envie de, j'ai regardé comment on faisait pour fabriquer des images. Pourquoi je mettrais pas mon logiciel moi-même dans une image? L'approche, ce serait de se dire, je prends une image, un userland par exemple d'Ubuntu, et puis je vais instancier ce userland, et puis je vais venir potentiellement poser mon application, soit avec des scripts, j'ai fait des scripts shell pour le déployer, peut-être que j'ai fait des playbooks Ansible, donc je peux le déployer avec Ansible à l'intérieur de mon container. Ce qu'on voit par contre, c'est que potentiellement, là j'ai fait un exemple où il y a le programme, c'est un serveur, il tourne sur un serveur Apache avec du PHP potentiellement, avec pas mal de librairies, des choses comme ça, et puis une base de données Postgres. Et là, ça veut dire que je vais mettre à la fois Apache et Postgres à l'intérieur de mon container. Mais disons, c'est pas forcément très grave. Ça n'est pas 12 factor. Ça n'est pas du tout la bonne pratique parce qu'il va falloir plutôt aller sur des principes où on va séparer dans différents containers les différents tiers de l'application. Mais c'est peut-être votre point d'entrée, votre début pour recommencer à aller vers la containerisation. Et puis, du coup, je vais commit, et puis ça veut dire que je vais créer une image avec mon application prête à l'usage. Au moment où ça va se lancer, il va falloir que j'ai fait un petit entry point, un petit script shell entry point qui va lancer l'ensemble des dépendances pour que tout mon applicatif fonctionne correctement. Je, L'avantage que j'ai déjà gagné un des premiers avantages de la containerisation, c'est ce qu'on appelle le pre-setup. Le fait que mon applicatif, il est directement transportable sur une nouvelle infra Docker, sur un nouvel environnement, et il va s'exécuter exactement de la même manière, et il va être consommable de façon très rapide avec une commande Docker Run. Là, pour le coup, c'est carrément une commande Docker Run parce qu'on a tout mis dans le même container. Peut-être que ce lift and shift, vous allez le raffiner un peu en faisant au moins des containers séparés pour la partie base de données, mais du coup, on va voir que on va peut-être avoir des choses qui vont nous aider à pouvoir gérer un peu mieux la segmentation entre les différents tiers. Avant d'aller plus loin, alors vous allez prendre l'habitude quand je mets deux mots, souvent c'est rarement deux mots. Mais on va faire deux mots d'architecture logicielle. Le logiciel, à l'époque, a été envisagé comme un monolithe, c'est-à-dire que les systèmes avaient peu de mémoire, peu de RAM, et que multiplier les processus et ainsi de suite, c'était pas forcément une bonne approche. Donc les logiciels ont d'abord été vus dans une approche monolithique. Et les données du logiciel étaient directement liées au logiciel, il n'y avait pas forcément de moteur de données, donc c'était stocké sous forme de fichiers, et c'était le logiciel en lui-même qui accédait à ces données sur le fichier. Donc là, cette approche monolithique, dès que
le monde du réseau, dès que les architectures client-serveur sont arrivées, bon, il n'était plus applicable. Et disons qu'on a rapidement vu arriver des principes comme le model view controller sur le fait qu'on commence déjà en plus à faire une segmentation entre à travailler correctement pour isoler la partie de modèle de la partie vue, de la partie contrôleur, et puis de séparer les données du programme et de faire en sorte potentiellement qu'on puisse commencer à aller vers des patterns d'isolation des tiers. D'accord. Le MVC, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Et on va voir que dans les exemples qu'on va faire, une partie des compositions qu'on va faire, c'est de la composition avec des principes MVC. Plus on va aller respecter les 12 factors, plus on va aller vers des patterns cloud natives, plus on va essayer de faire en sorte que même les composants de l'application soient isolés les uns des autres et sans état les uns par rapport aux autres. Et typiquement, on va matérialiser une séparation franche entre le front-end et le back-end et faire en sorte que ce back-end soit plutôt sous la forme de microservices, de services ou de microservices, qui vont être indépendants les uns des autres, qui vont être sans état les uns par rapport aux autres, et qu'effectivement, on va pouvoir séparer dans des containers. Pourquoi on va faire ça? Parce que ça va nous permettre potentiellement de faire du scaling. Quand on va commencer à aller vers l'orchestration de containers, on va voir que ces microservices, si on a bien respecté cet aspect sans état, si on a respecté l'étoile factor, on va pouvoir effectivement faire du scaling. L'objectif, c'est que justement, c'est de faire du scaling, et c'est là qu'on va aller vers les principes du service mesh, de faire en sorte que la dynamicité de ces microservices soit gérée par des mécaniques avec du routing controller, avec du service discovery. On va avoir besoin de notions de proxy. On verra quand on ira jusqu'à Kubernetes, on ira un petit peu plus loin que la notion de container, on ira jusqu'à la notion de pod pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble du scaling et l'ensemble des containers soit fournis avec un petit container supplémentaire qui permet de gérer la proxification, typiquement. Et puis, on va voir arriver des choses comme Istio, Envoy. Donc, effectivement, hein, Docker peut nous accompagner pour récupérer du monolithe, mais ça reste du lift and shift et il faut éviter de le faire. La composition va nous permettre de bien adresser les enjeux du cloud ready, hein. Et puis Kubernetes, puis des choses comme Istio Envoy vont nous permettre d'aller jusqu'au service mesh. Je n'irai pas jusqu'au service mesh parce que l'objectif, c'est encore une fois, je vous l'ai dit, hein, c'est d'être plus sur une présentation un peu, une première étape de présentation. Et s'aventurer jusqu'au service mesh, ça va faire, à mon avis, beaucoup trop sur le cycle de vidéo que j'ai prévu. Alors, composer ces containers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans un fichier descriptif, fournir toutes les informations pour que Docker Compose en l'occurrence, qui va être une commande additionnelle par rapport à Docker, permette de lancer l'ensemble des containers nécessaires qu'on va identifier sous la nomenclature de service. Alors ce terme de service, vous allez voir, hein, quand on va aller jusqu'à Kubernetes, on va y attacher des concepts qui sont assez similaires, mais avec quelques variabilités. Bah, dans notre cas de figure, bah, on avait notre applicatif, hein, c'est un applicatif PHP, on l'exécute sur un container PHP sur Apache, on va monter les données depuis un répertoire source qui est dans le répertoire courant, on va binder sur un var wawa HTML, on va faire une association de ports, et puis la dernière ligne, on va attendre un petit peu. Ce que vous voyez là, c'est finalement les options que je passais sur la commande Docker. Je vais pouvoir les rentrer sous un formalisme YAML, mais ça me permet de pouvoir identifier comment lancer Docker Run. On va voir que c'est plus que ça. Et du coup, bah, le dependence démontre qu'on va pouvoir aller jusqu'à la gestion de la dépendance et du cycle de démarrage de l'ensemble des services. Par contre, dependent, il faut faire attention parce que ça, c'est quelque chose qui va être spécifique à la composition, qu'on ne voudra et qu'on n'utilisera plus dans le cadre de la clusterisation, parce qu'on est en train de faire une dépendance d'état entre deux composants. Et là, on n'est pas 12 factor. Dependent, ça veut dire que notre container app ne peut pas tourner de façon indépendante sans que sa base de données ne soit disponible. Bah là, on respecte pas les 12 factors. Donc on verra, on va rentrer progressivement. Malgré tout, les outils le proposent parce que
ces outils sont faits pour vous accompagner dans une démarche vers le cloud native. Donc là, on voit aussi que, par exemple, un autre container avec une base de données, et puis qu'on va pouvoir lui fournir des variables d'environnement. C'est super important, ce principe de variables d'environnement, d'accord? Parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir injecter, encore une fois, c'est encore une fois les 12 factors. Vous comprenez pourquoi la vidéo, je l'ai fait avant sur les 12 factors. C'est ce qui va nous permettre d'injecter la configuration dans un container. Donc, par exemple, injecter l'ensemble des utilisateurs et des credentials pour que ça puisse fonctionner avec les bons mots de passe, d'initialiser une base de données avec un nom particulier pour que derrière elle soit utilisable. Ça voudrait dire que dans mon code qui est dans les sources, il va falloir que je fasse référence à ces mêmes credentials. On verra, le but, ça va être d'aller sur les exemples qui sont de plus en plus raffinés. Normalement, ce genre de choses, on les gérera avec des secrets, des configs. Pour le moment, cherchez pas à comprendre forcément ce que je viens de dire, mais on le verra qu'il y a des solutions pour pouvoir gérer la dynamicité de l'injection des credentials au travers des variables d'environnement. Ce que vous devez mémoriser, c'est que les variables d'environnement sont un élément fondamental dans le cloud, dans les solutions de containerisation, pour gérer l'initialisation des composants, d'accord? Et l'injection de dépendance. Vous vous rappelez, sur la dernière vidéo, je vous avais dit qu'on pouvait avoir, les volumes pouvaient avoir leur propre cycle de vie. Bah là, vu que je veux garder les données de mes bases de données, même si le container disparaît, de ma base de données, pardon, bah là, je crée ce qu'on appelle un volume nommé. Donc, j'ai un volume qui s'appelle dbData, et ce dbData, il a son propre cycle de vie. Dans un fichier compose, on va donc aussi pouvoir fabriquer des volumes. Et donc, mon db, au lieu de faire un binding comme j'ai fait dans App, hein, qui vient attacher le répertoire SRC sur var, wawa ou HTML, et ben là, j'ai créé explicitement un volume qui va être sauvegardé avec les volumes de Docker dans un répertoire spécifique. Et au moment du runtime, il va être bindé sur varlib MySQL. Donc, vous voyez vite hein, où on veut en venir, hein, avec sur une infrastructure Docker avec un fichier, on est capable de renseigner toutes les informations pour qu'en une ligne de commande, on soit capable de récupérer des images, parce que ce que ça dit pas derrière, c'est que si je vais faire un Docker compose up, parce que c'est ça la commande qu'on va taper, ça va automatiquement pool les images, ça va les rapatrier et ça va instancier des containers à partir de ces images et ça va potentiellement faire des bindings ou exploiter des volumes nommés directement. On verra on pourra aussi piloter la partie réseau, la partie Docker Network qui va être pilotée par ce mécanisme. Ce que vous devez comprendre par contre, c'est que ça, c'est quelque chose qui finalement, par contre, par Docker va être lu séquentiellement. On n'est donc pas sur un vrai principe descriptif, ça reste une démarche impérative vis-à-vis du, du, du service Docker. Là, on est vraiment en train de dire à Docker, fais ça. Alors, dans les dernières versions et dans ce qui va être proposé avec Cluster Swarm, ils ont essayé de sortir de ces principes impératifs, mais vous verrez que quand on verra Kubernetes, c'est pas le cas en fait. Il y a bien une lecture séquentielle des informations, même si c'est un hachage, avec les mécanismes de gestion, les choses sont quand même traitées séquentiellement. Alors, c'est tellement important l'injection de containers que j'ai essayé d'illustrer. Quand vous allez récupérer des containers, des images de containers pardon, sur le Docker Hub, vous allez avoir de la doc en vous listant toutes les variables d'environnement qui sont nécessaires pour pouvoir bien l'initialiser. Comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, effectivement, le concepteur du container qu'on a utilisé, il a fait un Dockerfile dans lequel il a fabriqué un bootstrap. Et ce bootstrap, c'est un script qui doit lire l'ensemble de ces variables d'environnement et effectuer un traitement idempotent, c'est-à-dire un traitement orienté état, pour initialiser le container. Je vais être un peu plus concret. Si par exemple on prend un moteur de base de données, s'il lit ces variables d'environnement, il va récupérer par exemple un nom de base à créer. Mais si la base a déjà été créée et s'il y a déjà des données dans les volumes associés qui sont présentes, il ne va pas essayer de la recréer. C'est en ça que c'est un traitement idempotent. D'accord? On va bien l'illustrer l'idempotence quand on regardera la partie automation et puis on verra que pour illustrer le déploiement d'un cluster, on va utiliser Ansible
et du coup, bah, ça va donner un éclairage meilleur sur l'idempotence. Maintenant, donc voilà, il a fait ce script avec ce traitement idempotent. Il génère son image. Cette image, elle va donc être utilisée potentiellement dans le fichier compose. Et donc, le Bootstrap va analyser la liste des variables d'environnement et il va initialiser le container selon les variables en restant idempotent si le container est déjà initialisé. Et enfin, à la fin, bah, mon compose s'exécute jusqu'au bout et ça va me permettre d'avoir une base MariaDB. Et à chaque fois qu'on va up ou down le service, il va voir qu'il est déjà initialisé, puis il va repartir avec le service pré-déployé. Voilà, donc c'est super important de se dire, oui, on va pouvoir faire des montages des volumes pour monter une configuration. Dans la majorité des cas, normalement, le développeur préfère qu'on initialise son container en utilisant des variables d'environnement. Alors, on essaye d'être un tout petit peu plus concret et vous avez la possibilité de récupérer tous ces exemples sur mon GitHub. Le lien est en haut. J'essaierai de le mettre dans les commentaires de la vidéo si j'y pense. Mais en gros, voilà, prenez le temps de récupérer l'URL et puis bah, vous avez accès à l'ensemble de ces exemples si vous voulez les tester par vous-même. Alors, imaginons, j'ai une application PHP, donc j'ai un répertoire PHP dans lequel j'ai un fichier index.php. Alors, l'exemple qui est sur de formation Docker, c'est un PHP info. Hein. Pour ceux qui font du PHP, c'est ce qui permet d'avoir la configuration de PHP. C'est le top du top de l'application PHP. Mais disons que ça va vous permettre de pouvoir vous assurer que tout fonctionne correctement. Et puis, bah, pour que ça puisse fonctionner, bah, pour qu'on puisse exécuter un programme PHP, on va créer un Docker Compose et puis on va créer une configuration Nginx pour que tout fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, notre Docker Compose, on va dire mon application, elle a besoin de PHP, elle a besoin de Nginx comme front-end, hein, comme proxy front-end. Et du coup, bah, je vais utiliser une image Nginx Lattice que je vais binder sur le port 8080. Alors pourquoi je fais ça? Parce que 8080 c'est un port c'est pas un port bien connu et puis du coup on peut le binder avec des droits non privilégiés. Bon avec Docker on n'a pas le souci puisqu'il a le droit de le faire, mais dès qu'on va utiliser des orchestrateurs un peu plus raffinés, on verra que et qu'on va utiliser des runtimes qui sont rootless, bah là ça prendra du sens. Alors du coup bah là, je fais un volume pour monter mon code PHP dans le document de route par défaut d'Nginx. Je monte ma conf. Alors je vous ai dit, hein, il est mieux de faire avec des variables d'environnement, mais potentiellement je peux surcharger ma conf de cette manière-là. C'est-à-dire si j'ai une conf ultra raffinée sur Docker, bah, cette mécanique est possible. On y préférera les fameux config et secrets qu'on verra plus tard. Je dis que mon service web a besoin du runtime PHP. Donc, on dit que ça dépend du service PHP. Et puis, bah, mon service PHP, il utilise une image PHP 7.4 FPM. Et donc, le FPM, ça veut dire que c'est un démon PHP qui va être utilisé par l'interface face CGI du service Nginx. Je ne vais pas expliquer les principes de phase CGI, il y a plein de vidéos qui le font mieux que moi. Et puis bah, après, j'ai besoin que le service PHP ait accès aux sources PHP. Donc je lui fais un point de montage du répertoire PHP pour qu'il puisse accéder aux sources PHP. Et puis bah, du coup, pour que ma mécanique fonctionne bien sur mon Nginx, il va falloir justement que j'ai ce fichier de conf qui va me permettre de configurer justement ce mécanisme face CGI. Donc je fais un fichier de conf avec un serveur qui écoute sur le port 80, je lui donne un nom par défaut, une route directory, les noms de fichiers en index, des locations pour exécuter du PHP, et puis après je lui dis tout ce qui va être avec l'extension PHP, tu vas le forwarder au travers de l'interface face CGI sur le service PHP 9000. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est cette ligne-là, la face CGI passe PHP 9000. Bah là, je m'aperçois que j'ai de la résolution de nom là. C'est-à-dire que grâce à Compose, le service PHP, depuis le service web, il va être accessible et va être résolu par le nom court PHP.
il s'appelle PHP ici dans la définition de service, et il va être utilisable via une résolution de nom qui va être fournie par Docker Network et par Compose. Et du coup, si je lui dis pour que tu puisses avoir une dépendance entre le serveur Nginx et le serveur PHP, tu vas faire le lien face CGI sur PHP, sur le port 9000, sur le service PHP sur port 9000. Vachement pratique. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, si jamais je veux lancer mon application comme ça, je vais utiliser la commande Docker Compose Pool. Alors, je suis pas obligé de le faire, hein. Si je fais un Docker Compose Up, il va le faire par moi-même. Mais on peut très bien se dire, je préfère rapatrier mes dépendances avant de lancer quoi que ce soit. Donc, si je fais un Docker Compose Pool, il va me rapatrier les images dont il a besoin, sauf si elles étaient déjà présentes. Et puis après, derrière, je vais faire un Docker Compose Up qui va créer un réseau. Il va créer un réseau. Alors, si jamais je ne l'ai pas explicitement écrit dans mon Docker Compose, il va utiliser, alors c'est pernicieux, hein, parce qu'il va utiliser le nom du répertoire dans lequel on est, le nom tiret network. Et du coup, il va me lancer 2 containers. Alors, il pourrait en lancer plus parce qu'on va voir, on le verra pas quand on va faire de la composition, on le verra quand on va faire des exemples avec du Swarm, mais on va pouvoir faire du scaling. On va pouvoir, si on a respecté les 12 factors, on va pouvoir et qu'on n'a pas d'état entre les différents containers, on va pouvoir scaler pour avoir plusieurs instances, plusieurs réplicas d'un même container. Et puis là, j'ai un container PHP, un container Nginx, et puis c'est venu attacher mon container Nginx sur le port 8080 de ma machine, et donc je peux y accéder sur le localhost de ma machine. Donc ça, on voit qu'en un fichier et en une commande assez simple, on va pouvoir lancer non plus des containers, mais des applications complètes avec de la composition de containers. Là, on est en train de mettre en place ce qui a fait que les opérationnels se sont réappropriés les principes de la containerisation parce qu'ils ont commencé à se dire mais c'est super, ça me permet de simplifier le déploiement d'une application. Faire de l'Ansible pour déployer une application, non. Faire de l'Ansible pour déployer une infrastructure ou de l'OpenTofu pour déployer de l'infrastructure as code, oui. Déployer une application avec autre chose que du manifeste ou du fichier descriptif. Alors, dans le cas de Swarm ou dans le cas de Compose, ça ne l'est pas exactement, mais disons que c'est une bonne introduction. On va regarder un autre cas d'usage, parce que là, on a vu une application, qui montait ces données depuis le code de l'application depuis un volume. Là, on va regarder l'approche avec des runtime langages. Typiquement, un exemple en Ruby. Je fais beaucoup de Ruby, vous le verrez par la suite dans les vidéos. Mais on peut faire des containers autoporteurs, c'est-à-dire l'application en elle-même est un container. Et donc, en fait, on va créer son application. Alors là, justement, on va un peu illustrer aussi un peu les 12 factors sur dependency. Mon application, elle est faite avec un middleware qui s'appelle Rack, et puis avec Sinatra, hein, qui s'appuie sur Rack pour permettre de gérer tout ce qui est route HTTP et la partie contrôleur HTTP, avec Embedded Ruby pour la partie vue, et puis du coup, mon code de mon application se trouve dans app.rb, et pour que ce soit lançable avec Rack, il y a une commande qui s'appelle rackup qui permet de le lancer. On a besoin du fichier config.ru qui dit comment on doit lancer l'application. C'est le config.ru qui va lancer le app.rb. C'est pas très grave. Ce qui nous intéresse, c'est le fichier qui est juste au-dessus, gemfile. Et on va trouver ça dans tous les langages. Un package JSON, un gemfile, un fichier de dépendance. Vous vous rappelez? Deuxième des 12 factors, on a dit, on doit avoir un fichier qui décrit l'ensemble des dépendances logicielles de ce qu'on a développé. Eh ben, tous les composants logiciels, Sinatra, Rack et ainsi de suite dont j'ai besoin, sont dans le gemfile. Vous pourrez les vérifier sur mon GitHub. Donc, ça, c'est mon application. Moi, ce que je veux, c'est en faire un container. Donc, je vais avoir besoin d'un Dockerfile. Et par contre, après, je veux pouvoir lancer mon application via Docker Compose. Alors, je ne sais plus si cette application, elle utilise une base MongoDB, mais je crois. Et du coup, ça veut dire que j'ai un container avec mon serveur d'application, mon application, et je vais avoir un Docker Compose qui va composer l'exécution avec la partie base de données. Donc, mon Dockerfile, qu'est-ce qu'il dit?
Bah, c'est finalement vachement simple, vous allez voir. Et c'est simple parce que je respecte une partie des 12 factors. Euh, from Ruby 3, je dis que je pars d'une image avec Ruby 3 déployée dessus. Je dis que je vais travailler dans le répertoire de travail /code, que je vais donc copier tout le code de mon application dans /code, donc tout ce qui est dans point dans /code, et je lui dis, et là je commence à voir une autre primitive qu'on n'avait pas vue, run, qui lui dit exécute la commande suivante. Alors bundle, c'est une commande qui va lire le fichier Gemfile et qui va rapatrier, qui va installer toutes les dépendances logicielles à l'intérieur de mon runtime Ruby. Donc avec bundle install, je rapatrie toutes mes dépendances. Et du coup, mon container est prêt à l'usage avec toutes ses dépendances. Et je expose le port 8080 et je lui dis comment tu dois lancer l'application. Tu dois la lancer dans un bundle. Un bundle, c'est un contenant fermé de l'ensemble des dépendances logicielles dans lesquelles on s'exécute. Et je lui dis exécute la commande rackup pour lancer mon service sur l'interface par défaut sur le port 8080 à l'intérieur du bundle dans lequel j'ai mis toutes tes dépendances. Et ben ça, c'est suffisant pour que mon application Ruby fonctionne et soit lancée comme processus de maintien du container. Donc, voilà, c'est donc bien avec un exemple avec une base Mongo. J'identifie un service web cette fois-ci qui est mon container. Alors, vous n'avez pas image de point, vous avez build de point. Ça, c'est pareil. Ça, c'est à réserver à la composition. Et ça ne sera de toute façon pas possible quand vous allez faire de l'orchestration de containers. Et c'est pas forcément une bonne pratique. Je le montre parce que l'outil Docker Compose le permet. Au lieu de lui dire fais référence à une image ou à une image dans une registrie, c'est build le container, build l'image nécessaire pour instancier le container à partir du répertoire courant. C'est pas forcément une pratique qu'il va falloir généraliser, mais pendant qu'on est en train de développer, c'est quelque chose qui est assez pratique parce que ça vous permet d'être sûr que si vous passez bien une commande du type docker up moins build, à chaque fois que vous allez relancer docker up, vous allez rebuilder le container. Donc si vous avez modifié des choses dedans, elles seront prises en compte. Donc tant qu'on développe, ça reste une bonne pratique. Quand on part en prod, c'est plus du tout une bonne pratique parce qu'en plus, on ne va pas matérialiser une dépendance nommée versionnée. Donc ça, c'est pas une bonne pratique. Et en plus, normalement, ça devrait être, on va le voir, puisque notre objectif est de parler de DevOps, ça devrait être fait dans la chaîne d'intégration continue et le build sera fait, rappelez-vous, 12 factor, build, run, deploy. Il devrait y avoir des pipelines séparés pour faire le build et le déploiement et l'exécution de l'application. J'ai besoin d'un container Mongo, bah, je lui dis, utilise l'image Mongo, et puis cette fois-ci, par contre, sur mes services, j'ai nommé de façon explicite un réseau. On va pouvoir créer un réseau qui peut être utilisé par l'ensemble des services, et on va voir qu'on va même pouvoir potentiellement faire référence à des réseaux qui sont créés en dehors du fichier compose. On le verra quand on fera des exemples avec un ingress. Donc, qu'est-ce qui se passe? Première étape, Docker Compose Build Web ou alors Docker Compose Up, le nom de mon et puis moins build pour lui dire de rebuilder ce qui est nécessaire. Mais sinon, je fais Docker Compose Build Web, ça me crée mon container Ruby Sample Web Latest, d'accord? Et puis derrière, Docker Compose Up, ça poule Mongo si besoin, ça crée le réseau Ruby Sample Blog Network, d'accord? Alors, il s'appelle Ruby Sample malgré tout parce que il y a le répertoire underscore blog network, mais vous allez voir qu'on pourra potentiellement lui donner un nom statique. Là, je l'ai pas fait. Et puis bah du coup, ça m'instancie mon container Mongo, mon container web. Et puis si vous allez sur localhost 8080, vous allez arriver sur une application web qui va aller charger des données dans Mongo. Et là, on va respecter aussi les 12 factors. Il va y avoir une initialisation des données si elles ne sont pas préinitialisées pour que l'applicatif puisse s'initialiser correctement. Donc ça, c'est le deuxième cas d'usage avec un exemple sur lequel on a un container autoporteur, c'est-à-dire avec la totalité de ce qui est nécessaire à l'exécution dans le container. Pour stopper le service, donc soit vous faites un Docker Compose up
d'ailleurs, c'est pas bon ce que j'ai fait. Il aurait fallu que ce soit un Docker Compose up -d pour le lancer en tâche de fond. Et donc, dans ces cas-là, pour le stopper, il faut faire un Docker Compose down. Si vous faites Docker Compose up, en fait, il va rester attaché sur la session. Et pour le couper, ce sera un CTRL-C. Alors, la composition, pour qu'on puisse aller plus loin, pour qu'on puisse commencer à parler de réplica, de scaling et ainsi de suite, il va falloir que, et puis aller vers l'orchestration, il va falloir que le moteur d'orchestration ou de composition puisse détecter si un container fonctionne correctement, fonctionne pas correctement. Puisque même des composes, on va pouvoir effectivement avoir des mécanismes avec des restart always, je vais pas forcément le détailler dans cette vidéo, vous pourrez le voir. Hein. On va pouvoir effectivement forcer le redémarrage d'un container s'il est tombé. Sur Docker, ça va être de la simulation de l'aspect descriptif d'un cadre, d'un contrat descriptif vis-à-vis du cluster, mais c'est possible. Et dans Swarm, identique. On verra dans Kubernetes que par contre, ce sera carrément in design pour le coup. Et que du coup, le health check, l'approche qu'a eu Docker, c'est de considérer que c'est dans les primitives du Dockerfile qu'on spécifie comment tester le bon fonctionnement d'un container. L'orchestrateur, si jamais le container se casse la figure complètement et qu'il s'arrête, bon bah là il n'y a pas de notion de health-check, il l'a vu tomber, il le redémarre. Mais potentiellement, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, c'est pas parce qu'il est pas tombé qu'il fonctionne correctement. Et Docker, ils se sont dit, bah, on va faire un health check et ce health check, on va potentiellement pouvoir le préciser dans le Dockerfile. Alors dans Docker Compose, maintenant, on peut effectivement aussi le faire à l'extérieur, mais c'est pas exactement fait à l'extérieur. C'est pour ça que je préfère le rappeler. Qu'est-ce que dit cette primitive health check? Là, dans mon cas de figure, j'ai pris un serveur Nginx et j'ai copié un fichier de conf nginx.conf dans etc nginx nginx.conf. Et puis, bah, c'est un VOS complètement parfait dans lequel j'ai rajouté une location /else qui renvoie systématiquement 200 LC. Ah ouais, alors je suis d'accord avec vous, comme Elchek, on a vu mieux parce que il prouve rien du tout. Mais normalement, vous devriez, si vous aviez à le faire, vous implémenteriez une vraie URL de sanity check qui teste correctement les dépendances, qui teste le bon fonctionnement et ainsi de suite, dans des conditions exhaustives, précises. Et c'est ça que vous rendriez disponible sur un /heals. Ok. Et moi, pour mon test, j'avais besoin qu'il renvoie systématiquement un 200 LC, donc j'ai simplifié. Donc en fait, dans mon Dockerfile, je lui dis health check, moins intervalle, 30 secondes, timeout, 5. En gros, je lui dis, au bout de 30 secondes, tu vas commencer à vérifier si je fonctionne bien. Et pour ce faire, tu vas exécuter la commande curl-f http localhost health check. Et si elle fonctionne bien, c'est que ça va renvoyer un 0. Sinon, tu vas renvoyer un exit code 1 qui indique que ça ne s'est pas bien passé. Et si jamais ça envoie un exit code 1 ou que ça time out, bah, il va retester 3 fois et au bout de 3 fois, il va considérer qu'on est en erreur. On ne sera pas dans un état opérationnel. Donc, dans mon cas de figure, ça va être strictement impossible puisque mon URL, elle renvoie tout le temps ici. Mais donc, construisons notre image. On fait un docker build, -t, my-nginx. Mais là, vous voyez que malheureusement, pour faire le health check, il va falloir créer un container dérivé, d'accord? Où il va falloir que le container qu'on utilise implémente un health check et qu'on le surcharge avec Docker Compose. Euh, il va falloir donc on exécute le container. Docker run -d -name my-nginx container à partir du container my-nginx, de l'image à my-nginx, pardon. Et puis si je l'exécute rapidement, mon Docker PS très rapidement, on va voir que, c'est-à-dire avant 30 secondes, on va voir que là, par exemple, au bout de 30 secondes, on est en starting. Il n'a pas fini sa période intervalle. Donc là, il est encore en train de qualifier que ça fonctionne bien. Pour lui, il n'y a pas de souci détecté, donc il n'est pas encore rentré dans. Il n'a pas fait de retry de quoi que ce soit. Et au bout de 30 secondes, au bout de intervalle, en gros, on va passer à l'état LC. Mais le gros problème, c'est ce qu'on voit, c'est que du coup, l'état de santé du container est qualifié de l'intérieur du container. Et même si on le surcharge avec Docker Compose, et on va voir que Kubernetes, quand on ira, et c'est pas pour tout de suite, on a quelques vidéos à passer avant d'arriver là, va nous proposer une approche qui est différente et finalement beaucoup plus fine.
Donc, j'ai mon Dockerfile, je viens mettre ma petite conf supplémentaire, et puis bah, ça me permet, je suis allé un peu vite, pardon, et ça me permet de pouvoir mettre en place le health check au travers d'une primitive health check dans le Dockerfile. Donc depuis l'intérieur du container. Alors, c'est super important d'avoir cette mécanique de health check dès qu'on va commencer à mettre en place ce qu'on appelle un ingress, un point d'entrée. C'est-à-dire un composant qui va permettre de router le trafic vers les bons composants, vers les bonnes parties de l'application, et ce de façon complètement dynamique en prenant en compte les aspects scaling. Si par exemple, imaginez, là j'ai fait le choix, je vais créer un réseau qui s'appelle TrafficNet, qui est créé, que je crée directement en ligne de commande, et je vais créer un fichier compose dans lequel je lui dis que je vais mettre en place un container qui s'appelle Traffic. Donc, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On trouve déjà, vous vous rappelez, je vous avais dit, la ligne CMD, c'est un tableau, c'est un argv. Bah, l'avantage, c'est que depuis Compose, je vais pouvoir stacker tout ce que je précise dans commande de points, c'est les choses qui vont être poussées dans le tableau. Et donc tous ces arguments vont être stackés dans le tableau et donc ça va fonctionner. Ça va pas réécrire, surcharger la ligne CMD, ça va venir stacker dedans. Donc je lui dis que mon trafic, je veux le lancer avec l'option moins API Insecure qui va permettre de pouvoir lancer l'API dashboard. Donc Insecure, ça permet de pouvoir lancer un dashboard. Le dashboard, si vous connaissez Trafic, sinon je vous encourage à aller le découvrir. C'est l'interface graphique qui permet de voir les choses. Dans les exemples que j'ai mis dans mon code, vous aurez un exemple et puis vous pourrez effectivement aller regarder le dashboard. Je lui dis que ce trafic va devoir fonctionner en mode Docker, parce qu'il peut fonctionner en Docker Swarm, en Kubernetes, il peut fonctionner avec d'autres orchestrateurs. Et puis, je lui définis ce qu'on appelle un entry point. Et là, on voit qu'il y a une syntaxe entry point, .web, .address. Je reviendrai sur cette syntaxe, parce que c'est ce qu'on appelle du hash inline. Et du coup, je lui dis que c'est lui qui va avoir la responsabilité de gérer le port 80 pour tout le monde. Et du coup, je vais exposer, pardon, pas exposer, je vais binder le port 84 sur le port 80 de trafic sur le port 80 de la machine hôte et le port 80-80 sur le port 80 pour avoir accès à l'interface web de trafic. Je vais lui dire que il doit travailler sur le réseau TrafficNet. Et là, je vais avoir un volume un peu particulier, hautement particulier. Parce que là, je viens monter varrundocker.sock de la machine hôte sur varrundocker.sock du container. Je vous l'ai pas expliqué, mais si je vous l'ai évoqué, hein, je vous ai dit Docker, on interagit avec la CLI sur une socket nommée, d'accord? Donc une socket nommée, c'est un descripteur de fichier particulier qui permet de matérialiser l'équivalent de ce qu'on pourrait faire avec une socket TCP, c'est-à-dire un flux d'entrée-sortie. Là, je viens de faire un potentiel trou de sécurité, c'est-à-dire ça donne accès depuis l'intérieur du container à Docker qui permet de piloter les containers. Alors pourquoi je fais ça? Parce que, et je ne dois pas le faire n'importe où, c'est-à-dire ce type de montage, si vous le faites dans votre application, faites très attention, ça s'appelle du Docker in Docker, ce que je suis en train de faire. Je fais en sorte que depuis le container, je puisse interagir avec Docker. Et du coup, je le fais au travers de sa socket. Et Trafic a besoin de ça, parce que c'est lui qui va devoir surveiller les containers qui sont instanciés, les scaling, l'orchestration des containers qu'il va y avoir, dans le cadre où on l'utilisera avec Swarm. Et puis par contre, vous vous rappelez, là pour finir ce fichier, je vous ai dit qu'on pouvait faire référence dans un compose à un réseau Docker qui était défini à l'extérieur. Bah, c'est ce que j'ai fait. Network, TrafficNet, je dis que c'est un type external parce qu'il a été créé par une ligne de commande en amont. Donc, si j'exécute ce fichier-là, alors comme effectivement il n'a pas le nom standard, il s'appelle pas dockercompose.yaml, il faut que je le donne explicitement à la commande docker compose. Donc dockercompose-f, dockercompose-traffic.yaml, up-d pour qu'il se lance en tâche de fond. Ça va me mettre en service trafic et on va voir à quoi il va servir. Donc l'entry point, il a fait son binding, d'accord? L'autre ligne, c'est venu à mettre en place l'interface web. Et maintenant,
on a, grâce à ce point de montage, le fait que Trafic surveille ce qui se passe sur Docker au travers de la socket Docker. Donc, il va être en mesure de pouvoir détecter les autres services qu'on va instancier, les autres stacks, les autres compositions qu'on va faire. Donc maintenant, alors oui, je l'ai déjà illustré, hein, donc la partie network, donc on va passer. Je vais créer un service. Par exemple, je veux mettre mon service Nginx en ligne, une application. Alors là, je m'embête vraiment pas, hein, c'est un simple service Nginx. Donc mon service va se résumer à lancer un serveur Nginx avec sa page par défaut. Donc on va arriver sur la mire d'un serveur Nginx standard. Et par contre, je vois que je lui donne des labels. Donc je vais utiliser une des mécaniques de métadonnées de Docker, qui sont les labels, pour pouvoir envoyer des informations à Docker. Donc en fait, Docker voit qu'il y a un nouveau service qui s'instancie, voit qu'il y a un label qui s'appelle traffic enable égale true, et à partir de là, il va lire toutes les autres lignes pour savoir ce qu'il doit faire pour venir router le composant. Forcément, il faut que je le mette sur le traffic net pour que sinon il va pas pouvoir être exposable. Et puis potentiellement, vous vous rappelez, je vous ai dit, on va commencer à pouvoir faire du scaling. Je dis ce serveur Nginx, j'en déploie 3 réplicas. Donc là, je lui donne une primitive du type deploy replica 3. D'accord? Je fais référence, je dis que mon réseau sur TrafficNet, c'est un réseau externe, c'est indispensable parce que sinon il serait pas capable de le trouver. J'exécute cette stack, d'accord? Enfin, cette stack, ce fichier de composition. Et puis, ça vient me créer un serveur, un container pour des serveurs Nginx. Ça m'en scale 3, puisque je l'ai dit de répliquer 3 fois. Et ce qui va être vraiment très pratique avec notre ingress, c'est que du coup, là, on va un petit peu les expliquer. La ligne que j'ai mis, elle dit que ce service, il doit être routé. Toute requête envoyée sur l'URL web.localhost, sur lostweb.localhost, va être load balancée sur les ports 80 de tous les réplicas du service en question. Et c'est exactement ce que va faire Trafic. Donc c'est lui qui porte la responsabilité du endpoint. Et quand on va arriver avec un vhost web.localhost, il va router sur les réplicas Nginx. Donc c'est ça qu'on appelle un ingress. D'accord? Alors un ingress dans le cadre de Swarm, on va voir que dans le cadre de Swarm ou de Compose, il porte le routing et le load balancing. On verra qu'avec Kubernetes, ça sera pas forcément le cas. Mais donc effectivement, on voit ici que bah en fait sur le vhost web.localhost, ça renvoie sur les containers Nginx. Mais potentiellement, je pourrais avoir un autre service qui lui a une autre règle de routage. Alors on peut faire du pass préfixe, on peut faire du routage sur la partie pass de l'URL, on peut le faire sur du host plus du pass préfixe, on peut faire énormément de règles. Donc là, je vous encourage à aller voir la doc de Nginx, de Trafic. Mais voilà, c'est la bonne façon de faire. C'est-à-dire que pour que vous puissiez faire du scaling, il va vous falloir un ingress, il va vous falloir quelque chose qui va permettre de gérer le routing, le load balancing et la distribution dynamique sur l'ensemble des réplicas. Donc, je reviens juste rapidement. Si par exemple, j'ai une montée de trafic, ça va permettre de me dire, j'ai besoin de 5 instances supplémentaires Alors, dans le cas de la composition, ça n'a pas tellement de sens, mais dès qu'on va faire de la clusterisation, on va pouvoir distribuer le workload sur l'ensemble d'un cluster, là, le scaling portera du sens, d'accord? Malgré tout, on peut le faire aussi avec Docker Compose. On peut faire un Docker Service Scale Nginx égale 5 et ça va me permettre de scaler sur plus de réplicas. Et Trafic va voir systématiquement passer les nouveaux réplicas qui vont avoir le label Traffic Enable égale True et il va automatiquement load balancer sur l'ensemble des réplicas. Donc mon trafic, load balancer, reverse proxy, routing, et service level abstraction. En gros, ça nous permet de gérer les choses avec un niveau de fonctionnement d'un point de vue service et non plus d'un point de vue container. Je reviens sur mon hash inline, là, la syntaxe qu'on voit là, traffic enable égale true, traffic HTTP router. En fait, on pervertit le mécanisme de label de Docker pour lui balancer des informations structurées sous forme d'inline qui correspondent à un hashage qui serait traffic enable égale true avec une clé HTTP router web rule service. Alors là, il y a une petite typo, hein, c'est web, faudrait
tout indenté complètement. Service, web, load balancer, serveur, port 80. D'accord. Donc c'est vraiment la façon de représenter en formalisation inline des données des données structurées qu'on pourrait par exemple avoir dans un fichier YAML. Alors, pour finir sur mon ingress, hein, l'utilisation d'un ingress, ça va permettre, on l'a vu, hein, de faire du host ou du pass ou enfin, de faire des patterns de routing. Ça va être encore plus que ça, parce que Ingress, il va nous proposer la capacité de gérer de façon très simple HTTP avec le protocole ACME pour pouvoir générer automatiquement des certificats un service ACME, sur un serveur ACME ou sur un service public comme Let's Encrypt par exemple. C'est lui qui a la responsabilité d'écouter la partie Docker pour faire tout le travail. Il va vous permettre de faire du TCP, TCP plus LLS. Il va vous permettre de pouvoir gérer le load balancing, générer des canaries, des mirroring. Tout ça, c'est des choses qu'on verra, mais on le verra avec Kubernetes, pas avec Trafic. Mais il permet aussi de faire ce qu'on appelle des call chains sur des middleware. Et les middleware sur un trafic, c'est ce qui va vous permettre potentiellement de faire des règles de réécriture, de gérer de l'authentification, de gérer des design patterns, circuit breaker, de gérer du cache, de gérer énormément de choses, c'est-à-dire des opérations qu'on vient stacker, qu'on peut faire pour faire une authentification sur un Kerberos ou un LDAP, une authentification d'e-just et ainsi de suite. Et on va pouvoir effectivement les chaîner les unes par rapport aux autres. À chaque fois qu'on va faire on va avoir un routeur qui passe dans une call chain de middleware et qui renvoie vers des services, un ou des services. Et tout ça, en plus, l'ensemble des middleware sont surchargeables avec des plugins. Je ne peux que vous encourager à utiliser Trafic pour travailler avec Docker. On verra que ce ne sera pas forcément le cas avec Kubernetes parce que Kubernetes va aller plus loin sur la gestion de l'ingress. Il va piloter lui-même la création de l'ingress et que les opérateurs, enfin la partie ingress controller utilise plus du Nginx pour faire ce genre de choses. Alors, j'en reste là. Je reste sur ce slide et on en discutera dans la prochaine vidéo. On a fini sur la composition, on va commencer à aller réellement vers l'intérêt de la containerisation, c'est-à-dire la clusterisation et l'orchestration de containers. Donc voilà, le slide il est là juste pour vous faire un petit appetizer et je vous remercie.